À Madagascar, il existe des lieux où personne n'ose parler à voix haute, des collines sacrées, des sources d'eau que l'on approche pieds nus, en silence, en apportant des offrandes de miel ou de rhum. Ce ne sont pas des tombeaux ordinaires, ce sont des tombeaux Vazimba, qui encore aujourd'hui, au XXIe siècle, dans un pays connecté au reste du monde, des ministres, des présidents, de simples paysans continuent d'aller déposer des offrandes sur ces lieux, pour demander une faveur, une protection, une pluie. Qui étaient donc ces mystérieux Vazimba pour que leur souvenir soit encore aussi puissant 15 générations plus tard? Était-il un peuple minuscule, aux yeux rouges et aux dents pointues, comme le racontent certaines légendes? Ou bien étaient-ils, tout simplement, les premiers hommes et femmes à avoir posé le pied sur cette île déserte? Les véritables ancêtres de tous les Malgaches. Entre mythes et histoire, entre les esprits de la forêt et les rois qui les ont vaincus, il existe une vérité. Et cette vérité, nous allons la chercher ensemble. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Madaracine. Ici, nous racontons l'histoire, la culture et les grandes histoires qui façonnent Madagascar. Si vous aimez découvrir les secrets du passé et comprendre notre identité, pensez à vous abonner. Commençons notre voyage. Aujourd'hui, les Vazimba, le peuple qui a disparu, sans jamais vraiment s'en aller. Partie 1. Un peuple sans date. Un peuple sans tombeau visible. Pour comprendre les Vazimba, il faut d'abord accepter une chose. Leur histoire n'est écrite dans aucun livre ancien. Madagascar, avant l'arrivée des royaumes et des influences arabes et musulmanes qui ont introduit l'écriture au XVe siècle, était une civilisation de l'oral. Tout ce que l'on sait des Vazimba nous vient de la mémoire transmise de génération en génération. Les Tantaras, ces récits historiques oraux, que les anciens se racontaient de bouche à oreille, avant qu'ils ne soient consignés, bien plus tard par les premiers historiens, malgaches et européens. C'est pour cela que les Vazimba flottent aujourd'hui entre deux mondes, celui de l'histoire et celui du mythe. Ce que l'on sait, c'est ceci. Lorsque les premiers marins austronésiens sont arrivés sur les côtes de Madagascar, il y a environ 1500 à 2000 ans, une partie d'entre eux a choisi de s'enfoncer vers l'intérieur des terres, vers les forêts profondes, humides, denses, des hautes terres centrales. On les a appelés les Vazimba, ceux de la forêt. Pendant près d'un millénaire, ce peuple va vivre là, sur les plateaux du centre de l'île, dans les régions que l'on appelle aujourd'hui l'Imerina, l'Itassi, une partie du pays Betsileo. Ils chassent, ils pêchent dans les rivières, ils cultivent modestement la terre, ils élèvent quelques animaux, une vie simple, rythmée par la forêt et les eaux. Et puis, à un moment de l'histoire que les historiens situent autour du XVIe siècle, quelque chose bascule. Un nouveau peuple arrive sur leur terre. Et l'histoire des Vazimba, telle qu'on la raconte encore aujourd'hui, va se terminer dans le sang, la fuite et la légende. Partie 2. Le peuple aux 1000 visages. Avant de raconter leur chute, il faut d'abord raconter qui ils étaient vraiment. Et c'est là que les récits divergent de manière fascinante. Dans l'imaginaire populaire malgache, façonné par des siècles de contes racontés le soir autour du foyer, les Vazimba sont décrits comme des créatures étranges, des êtres de très petite taille, au visage allongé, aux cheveux crépus et ébouriffés, aux grandes dents, et détail qui revient sans cesse dans les récits, aux yeux rouges. Certains récits vont plus loin encore et racontent l'existence d'un géant Vazimba, nommé Rapeto, un colosse si grand qu'il pouvait, dit-on, tenir la lune entre ses mains, et traverser en une seule, enjamber la distance entre la future capitale, Antananarivo, et les montagnes de Lankaratra, à plus de 80 km de là. Aujourd'hui encore, certains tombeaux dans la région de l'Itassi lui sont attribués, ainsi qu'à ses descendants. Mais à côté de ce Rapeto géant, d'autres figures Vazimba sont décrites, elles, comme délicates et menues. C'est le cas de la légendaire reine Rafoi, dont le nom signifie littéralement la petite ou la courte, et qui est présentée dans la tradition orale comme la grand-mère du futur roi Andriamanelo. Vous voyez déjà la contradiction. Comment un même peuple peut-il être à la fois composé de géants et de personnes minuscules? La réponse est simple, et c'est ce qui rend les Vazimba si passionnants. Le mot Vazimba n'a probablement jamais désigné une seule ethnie homogène. C'est un nom que l'on a donné, après coup, à tous les groupes qui occupaient l'intérieur des terres avant l'arrivée,
des nouveaux royaumes. Un mot fourre-tout pour désigner ceux qui étaient là avant nous. Et parmi ces figures Vazimba, 2 femmes occupent une place centrale dans la légende fondatrice du royaume malgache, les reines Ranjita et Rafoi, que la tradition orale mérina situe autour du XVIe siècle. Ce qui est stupéfiant, c'est que ces 2 reines Vazimba ne sont pas présentées comme des ennemies lointaines du peuple malgache moderne. Elles sont présentées comme ses ancêtres directs. Ranjita et Rafoi sont considérés, dans la généalogie royale mérina, comme les aïeuls des plus grands rois qui vont unifier Madagascar des siècles plus tard. Autrement dit, le sang qui coule dans les veines des grandes dynasties royales malgaches est en partie du sang Vazimba. Partie 3. Une spiritualité qui a façonné toute une nation. Avant de parler de la chute des Vazimba, il faut comprendre à quel point leur héritage spirituel reste, aujourd'hui encore, au cœur de l'identité malgache. Les Vazimba, selon la tradition, vénéraient une divinité solaire suprême appelée Zanahari, le créateur, un culte du ciel, du soleil, de la nature. Et surtout, ils honoraient déjà leurs propres ancêtres à travers des pierres sacrées dressées, que l'on appelle les Vatolahi et les Vatomasina, littéralement, pierre mâle et pierre sacrée. Cette pratique, née avec les Vazimba, ne va jamais disparaître. Elle va au contraire devenir l'un des piliers absolus de la culture malgache tout entière. Le culte des ancêtres, le Razana, cette conviction profonde que les morts ne sont jamais vraiment partis, qu'ils continuent de veiller, de juger, de protéger ou de punir. Quand les peuples austronésiens venus plus tard, puis les dynasties mérina, ont conquis les terres Vazimba, un phénomène extraordinaire s'est produit. Au lieu d'effacer les croyances Vazimba, les nouveaux arrivants les ont absorbés. Les tombeaux Vazimba, disséminés sur les collines de l'Imérina, sont devenus des lieux de pèlerinage pour les nouveaux habitants eux-mêmes. Encore aujourd'hui, dans la région d'Antananarivo, il existe des dizaines de sites considérés comme des tombeaux ou des sanctuary Vazimba, où l'on vient déposer des offrandes, du miel, du rhum, des tissus rouges, parfois même des ébus sacrifiés lors de grandes cérémonies. On y vient pour demander la pluie en cas de sécheresse, pour demander la fertilité, pour demander protection avant un mariage, un examen, une élection. Certains dirigeants politiques malgaches, encore à l'époque contemporaine, sont allés se recueillir sur des tombeaux Vazimba avant des moments cruciaux de leur carrière. Comment expliquer une telle permanence? Les anthropologues avancent une explication fascinante. Les Vazimba, en tant que premiers occupants de la terre, sont perçus comme les propriétaires spirituels originels du sol malgache. Peu importe qui gouverne, peu importe quel roi ou quel président est au pouvoir, la terre, elle, appartient toujours dans l'imaginaire collectif à ceux qui y ont vécu en premier. C'est une leçon vertigineuse sur la mémoire des peuples. On peut vaincre une civilisation par les armes. On ne peut jamais totalement effacer son empreinte spirituelle. Partie 4. L'arrivée des rois de fer. Revenons maintenant au cœur du drame Vazimba, leur affrontement avec les nouveaux royaumes. Autour du XVIe siècle, sur les hautes terres centrales de Madagascar, un nouveau pouvoir émerge. Des clans d'origine austronésienne plus récente, que l'on appellera plus tard les Ova, puis les Mérina, commencent à s'organiser en chefferies de plus en plus puissantes. Et parmi ces chefs ambitieux, se trouve un homme dont le nom va marquer à jamais l'histoire de Madagascar, Andriamanelo. Selon la tradition orale, Andriamanelo est le petit-fils de la reine Vazimba Rafoi. Il hérite d'un petit territoire, autour de la localité d'Alasora, non loin de l'actuel Antananarivo. Mais Andriamanelo n'a pas l'intention de rester un petit chef local. Il rêve d'un royaume. Autour de lui vivent encore de nombreuses chefferies Vazimba, dispersées sur les collines environnantes, notamment autour de la forêt d'Analamanga, le lieu même où s'élève aujourd'hui la capitale Antananarivo. Et c'est là que se produit le tournant décisif de cette histoire. Un tournant qui n'est pas seulement politique, c'est un tournant technologique, car les Vazimba, selon la tradition, combattent encore avec des armes rudimentaires, des lances en roseau, des outils d'argile durcie, des armes de bois. Andriamanelo et son clan, eux, ont appris quelque chose de nouveau, la maîtrise du fer. Ils savent forger des lances, des saguets, des outils tranchants, robustes, mortels. Le combat est à sens unique. Un par un, Andriamanelo attaque les chefferies Vazimba voisines.
Il commence par chasser le clan d'Andriambodilova hors de la forêt d'Analamanga. Cette même colline qui deviendra plus tard le cœur battant du royaume Mérina, puis la capitale de tout Madagascar. Les vaincus sont repoussés vers le nord et vers l'ouest de l'île. D'autres chefferies Vazimba, les Manisotra au sud, les Manendi au nord, résistent encore quelque temps. Mais la puissance du fer, combinée à l'ambition dévorante d'Andriamanelo, finit par avoir raison de la plupart des royaumes Vazimba de la région. Certains historiens insistent cependant sur un point essentiel. Il ne s'agit pas d'un simple massacre unilatéral. La réalité est plus complexe, plus humaine. De nombreux mariages mixtes ont lieu entre les conquérants et les vaincus. Des alliances se nouent, des enfants naissent, mêlant le sang des nouveaux rois et celui des anciennes lignées Vazimba. C'est d'ailleurs exactement ce qui se produit dans la famille même d'Andriamanelo, lui-même, descendant de la reine Vazimba Rafoi, incarne ce métissage. Le vainqueur porte dans ses propres veines le sang de ceux qu'il a vaincus. Partie 5. La fuite vers l'ouest. Mais tous les Vazimba n'ont pas accepté l'assimilation. La tradition orale raconte qu'un grand nombre d'entre eux, refusant de se soumettre au nouveau roi, ont préféré fuir. Ils quittent les hautes terres, abandonnent les collines qu'ils habitaient depuis des générations et prennent la direction de l'ouest de l'île, vers la vaste région aujourd'hui appelée le Menabe. Cette région, plus aride, plus sauvage, moins convoitée par les nouveaux royaumes en expansion, devient une terre refuge. Et c'est ici que l'histoire des Vazimba rencontre un autre mystère, fascinant de Madagascar. Certains chercheurs et certaines traditions orales avancent l'hypothèse que les descendants de ces Vazimba en fuite se seraient progressivement fondus dans la population locale de l'Ouest et qu'une partie d'entre eux seraient devenus les ancêtres d'un peuple encore présent. Aujourd'hui, les Mikéas. Les Mikéas sont un peuple de chasseurs-cueilleurs qui vit encore. Aujourd'hui, dans la forêt épineuse du sud-ouest de Madagascar, refusant en grande partie les modes de vie modernes environnants, vivant de chasse, de cueillette et de tubercules sauvages. Si cette hypothèse est vraie, et elle reste débattue parmi les chercheurs, cela signifierait quelque chose de vertigineux. Les Vazimba, ce peuple que l'on croit disparu depuis 5 siècles, auraient en réalité des descendants vivants, aujourd'hui même, dans les forêts du sud-ouest malgache. Le peuple fantôme ne serait donc pas un souvenir. Il serait quelque part toujours vivant. Partie 6. Rasoalo et les derniers échos. Dans les récits qui accompagnent la chute des royaumes Vazimba, une figure féminine revient souvent, Rasoalao, présentée par certaines traditions comme une des dernières grandes figures royales Vazimba avant l'assimilation complète des hautes terres. Ces récits, transmis oralement, variant énormément d'une région à l'autre de l'Imérina puis certains villages, racontant une version, d'autres une version totalement différente. C'est une caractéristique typique de l'histoire Vazimba. Elle n'est pas figée. Elle est vivante, plurielle, façonnée par chaque communauté qui la raconte. Ce que toutes les versions ont en commun, cependant, c'est le sentiment de perte, de dignité dans la défaite et surtout la conviction que ces figures royales Vazimba, une fois mortes, ne disparaissent pas totalement. Elles deviennent des esprits protecteurs, des ancêtres tutélaires que l'on continue d'honorer, génération après génération, jusqu'à aujourd'hui. C'est peut-être là la plus grande victoire posthume des Vazimba, vaincus militairement dépossédés de leurs terres. Ils ont malgré tout gagné une forme d'éternité spirituelle que même les rois les plus puissants de Madagascar n'ont jamais osé effacer. Partie 7. Ce que la science nous dit aujourd'hui. Alors, au fond, qui étaient vraiment les Vazimba? Un peuple à part, distinct des Austronésiens et des Bantous qui ont peuplé Madagascar, ou simplement les toutes premières vagues de peuplement austronésien, celles qui se sont enfoncées dans les forêts avant les suivantes? La science moderne n'a pas encore tranché définitivement. Des fouilles archéologiques, menées sur les hautes terres centrales, ont bien révélé des traces d'habitations modestes datant d'environ 1000 ans, qui pourraient correspondre à des populations antérieures à l'installation des grands royaumes. Mais les études génétiques, elles, montrent surtout une population malgache globalement, composée d'un mélange austronésien et bantou.
sans permettre d'isoler avec certitude une population Wazimba, génétiquement distincte et plus ancienne. Autrement dit, les Wazimba se trouvent exactement là où l'histoire documentée s'arrête et là où la mémoire collective, elle, continue de parler. Et peut-être est-ce précisément cela. La vraie nature des Wazimba? Ils sont le point de jonction entre les faits et la légende. Le moment où un peuple, faute d'écriture, choisit de préserver son passé, non pas dans des archives, mais dans la pierre sacrée, dans le rituel et dans la mémoire vivante transmise de bouche à oreille. Partie 8. Pourquoi les Wazimba nous parlent encore? Aujourd'hui, si vous vous promenez sur les collines qui entourent Tantananarivo, vous croiserez peut-être un tombeau modeste, entouré de tissus rouges effilochés par le vent, avec quelques pièces de monnaie et un peu de miel déposé à son pied. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas un vestige oublié du passé. C'est un lieu vivant, un lieu où aujourd'hui encore, des Malgaches viennent chercher la bénédiction de ceux qui ont vécu sur cette terre bien avant eux. Les Wazimba n'ont jamais vraiment disparu de Madagascar. Ils sont devenus quelque chose de plus profond qu'un simple peuple historique. Ils sont devenus la mémoire même de la terre malgache, la preuve vivante que sur cette île, aucun roi, aucune conquête, aucun siècle ne peut totalement effacer ceux qui sont venus les premiers. Voilà, l'histoire des Wazimba, premiers habitants légendaires des forêts de Madagascar, vaincus par le fer des rois Mérina, mais jamais réellement effacés de la mémoire du pays. Dans le prochain épisode des Voix de Madagascar, nous suivrons justement ce roi qui a changé le destin de l'île, Andriamanelo, et la naissance du royaume Mérina, qui deviendra quelques siècles plus tard le royaume unificateur de toute la nation malgache. Si cette histoire vous a fasciné, abonnez-vous, laissez un like, et dites-moi en commentaire, croyez-vous vous aussi que les esprits Wazimba veillent encore sur Madagascar? À très vite pour un nouveau voyage dans l'histoire de Madagascar.